Tu as tué ton mari juste pour pouvoir voler le mien. Zakura confronte Inki. Elles se sont rencontrées dans la douleur. Zakura venait juste de sortir de la pharmacie de l'hôpital quand elle a entendu des sanglots étouffés près du banc d'attente. C'était un jeudi après-midi, du genre de jour où la chaleur de la gosse rendait tout insupportable. Mais ce cri n'était pas dû à la chaleur. Il était brut, brisé, comme si quelque chose à l'intérieur de la femme avait abandonné. Au début, Akura hésita. Elle ne la connaissait pas, mais quelque chose dans ce son lui tira le cœur. Alors, elle s'approcha. Assise là, il y avait une femme, peut-être au début de la trentaine, à la peau sombre, visiblement épuisée, avec un tout petit blotti contre ses genoux. Elle tenait un papier froissé, sa facture d'hôpital, et des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Bonjour », dit Zakura doucement, en s'accroupissant à côté d'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» La femme leva les yeux, surprise, ses yeux étaient gonflés, sa voix. « Ils ont dit que je ne peux pas ramener mon enfant à la maison si je ne paie pas, mais je n'ai plus rien, même pas pour le transport. » Zakura ne posa pas trop de questions. Elle lut la facture, hocha la tête, et sans tambour ni trompette, retourna à l'intérieur. 10 minutes plus tard, elle revint avec un reçu et une bouteille d'eau froide. « Vous êtes libre de partir, » sourit-elle. La femme la regarda comme si elle avait vu un ange. « Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne me connaissez même pas. » Zakura haussa les épaules. « Peut-être que j'ai été aidée avant, moi aussi. » Le nom de la femme était Ankishi. Ce moment les lia comme si le destin lui-même avait orchestré la rencontre. Zakura lui offrit de la raccompagner chez elle. En chemin, Ankishi se confia. Son mari buvait trop. L'argent manquait. La vie ressemblait à une survie. Zakura écouta, en hochant doucement la tête. Sa propre vie était un monde différent. Mariée à Charles, un homme d'affaires prospère, elle n'avait jamais eu à s'inquiéter des factures d'hôpital ou de sauter des repas. Mais elle ne se vantait pas. Au lieu de cela, elle invita Ankishi à passer un jour, promettant de l'aider de toutes les façons possibles. Ce week-end-là, Ankishi vint, et ce fut le début. En peu de temps, elles devinrent inséparables. Le rire revint sur le visage d'Ankishi. Zakura l'aida à lancer une petite entreprise d'articles pour bébés. Elle partageait des repas, des prières et des histoires de mariage. Celle de Zakura était remplie de roses et de voyages, et celle d'Ankishi trempée dans la déception et les dettes. Zakura la voyait comme une sœur. Mais chez Ankishi, sous tous les sourires, commença à voir plus que de l'amitié. Elle voyait tout ce que Zakura avait, et en silence, elle le désirait. Mais Zakura ne vit rien venir. Pour elle, Ankishi était plus qu'une amie. C'était une sœur envoyée par le destin. Elle lui faisait confiance d'une manière qu'elle ne faisait même pas à ses propres parents. Ankishi savait où Zakura rangeait les clés de la maison, connaissait le code du coffre de sa garde-robe, et avait même accès à son livre de recettes personnelles, celui que Charles adorait. Elle parlait tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, des conseils de soins de la peau à ce que Zakura et Charles discutaient en privé, et Ankishi était toujours au courant. Et pendant un temps, Ankishi semblait sincèrement reconnaissante. Elle appelait Zakura « mon ange », toujours rapide à rappeler aux autres comment Zakura avait changé sa vie. « Sans elle, je ne sais pas où je serais », disait-elle, les yeux brillants, la voix tremblante. Mais à l'intérieur, cette histoire changeait lentement. Cela commença par une question, calme, privée, dangereuse. Pourquoi a-t-elle tout? Ankishi s'asseyait dans le salon de Zakura, la regardant glisser dans des robes de soie, sentant la vanille et le luxe. La maison était grande, chaleureuse, toujours imprégnée de quelque chose de cher, des fleurs fraîches, des bougies, un ragoût cuisiné par une aide ménagère qui souriait à Ankishi comme si elle appartenait à cet endroit. Mais elle n'y appartenait pas. Elle commença à en vouloir à la façon dont Zakura riait sans effort, à la façon dont Charles ne haussait jamais la voix, à la façon dont elle ne portait jamais 2 fois les mêmes chaussures. Et puis vinrent les pensées. Peut-être que Charles méritait quelqu'un qui connaissait vraiment la souffrance, quelqu'un qui pourrait l'apprécier au-delà du luxe. Mais s'il devait un jour avoir Charles, cela signifiait qu'elle devrait tuer son mari, car Charles ne courait jamais après une veuve. Alors, d'abord, elle devait se débarrasser de son mari et devenir veuve. Cette voix devint plus claire plus elle y prêtait attention chez elle. Récemment, Améa était devenue une épine dans son flanc.
Il la surveillait maintenant, posait des questions, marmonnait des choses sous son souffle quand elle rentrait du manoir de Zakura. « Tu y vas tous les jours, dit-il une nuit, affalé dans leur chaise en plastique, ivre comme d'habitude. Tu veux devenir bonne ou tu veux lui voler sa vie ?» Ankichi pliait le linge sans répondre. « Tu crois que je ne vois pas la façon dont tu les regardes ?» cracha-t-il. « Tous ces parfums que tu ne portais jamais avant. D'où viennent-ils ? Ton magasin est soudain devenu un arbre magique ?» Elle arrêta de plier. Sa poitrine se serra. « Et cette femme, continua-t-il, la voix montant. Elle te paie. Tu la suis comme une chèvre. Ah, tu n'as plus de fierté. Tu l'adores maintenant ? » Cette nuit-là, Ankichi ne dormit pas. Elle resta éveillée à côté de son mari qui ronflait, les yeux ouverts, le cœur battant. Chaque mot qu'il avait dit résonnait dans son crâne comme une malédiction. Son visage brûlait d'humiliation. Son propre mari l'avait réduite en poussière. Chaque jour, il lui rappelait ce qu'elle n'avait pas. Il se moquait de sa douleur, de sa faim, de son désespoir silencieux. Mais ce qui la brisa n'était pas ses mots. C'était le fait qu'il voyait trop clairement. Il voyait l'amertume qu'elle portait. Il voyait l'envie tranquille qui grandissait en elle comme des mauvaises herbes. Et elle savait qu'il n'était qu'une question de temps avant qu'il ne dise quelque chose à Zakura, qu'il n'expose ses pensées, ses rangs privés, la façon dont elle avait une fois marmonné que Zakura ne méritait pas toutes ses bénédictions. Alors elle prit une décision calme. Le lendemain matin, elle cuisina tôt. Du porridge d'igname, le préféré d'Amea. Il l'aimait mou, bien assaisonné, assez épicé pour le faire transpirer. Cette fois, elle ajouta quelque chose en plus, un sachet qu'elle gardait dans son tiroir. Ce n'était pas pour Amea à l'origine. C'était une partie de son mélange de purification qu'elle avait acheté à un vendeur d'herbes du marché pour booster la chance. Mais la femme avait averti, celui-ci est fort. Ne l'utilise pas plus d'une fois. Il ne doit jamais être bu par les hommes. Elle le mélangea quand même. Quand elle le servit, Amea marmonna à peine un merci avant de manger. À mi-chemin, il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu as mis ? Ma gorge brûle un peu. » Et Ankichi sourit. « Trop de piment, peut-être. » 10 minutes plus tard, il haletait sur le sol, la bouche ouverte, les yeux révulsés. Ankichi ne courut pas. Elle ne cria pas. Elle se tint simplement au-dessus de lui, silencieuse, à regarder. Et quand son corps s'immobilisa, elle murmura « Maintenant, je suis libre. » Elle s'assit à côté de lui pendant presque 10 minutes, complètement immobile. Ses mains reposaient sur ses genoux, sa respiration lente. Elle avait imaginé ce moment pendant des semaines. Mais maintenant qu'il était arrivé, il n'y avait pas de joie, juste du silence. Il gisait là sur le sol, la bouche légèrement ouverte, un bras tendu vers le mur comme s'il cherchait quelque chose. Elle ne paniqua pas. Au lieu de cela, elle composa calmement le numéro du jeune cousin d'Amea, Obi, un mécanicien qui vivait à 2 rues. « Obi, dit-elle, sa voix tremblant juste assez. S'il te plaît, viens. » Amea s'est effondrée. Il ne se réveille pas. « S'il te plaît, dépêche-toi. » Puis elle appela Zakura, qui proposa de venir avec elle. Mais Ankichi refusa immédiatement, disant qu'ils iraient directement au village. Donc pas besoin. Quand Obi arriva et vit le corps, il paniqua. « Ankichi, quand est-ce arrivé ? » « Tout juste maintenant, » dit-elle, les yeux écarquillés, la voix tendue. Il a dit que sa poitrine était serrée. Je lui ai donné de l'eau et il a commencé à tousser. Puis il est tombé. Obi chercha un pouls. Rien. Ils le précipitèrent à la clinique voisine. L'infirmière jeta à peine un regard au corps avant de secouer la tête. Cet homme est parti. Il est mort avant que vous arriviez ici. Tout le monde connaissait l'histoire. Des années de boisson, des évanouissements fréquents, des paroles pâteuses. Même ses collègues lui avaient dit une fois, « Madame, votre mari a ruiné son foie. » Donc quand la clinique le déclara mort, personne ne le remit en question. Obi appela l'oncle d'Amea au village. Ils décidèrent sans délai de l'enterrer rapidement, selon la tradition familiale. Son corps ne fut pas emmené à la morgue. Un simple enterrement au village fut organisé pour le lendemain. Il a assez souffert, dit l'oncle au téléphone. Laisse-le reposer. Ankichi hocha la tête à travers ses larmes.
Des larmes qu'elle ne ressentait pas. Elle suivit le protocole, porta du noir, pleura quand il le fallait, s'assit dans un coin comme une veuve en deuil. Les gens vinrent dire « Courage !» Et elle serrait son fils comme une femme fragile brisée par le destin. Personne ne la soupçonna, pas même une seconde. Et dès que le corps fut mis en terre dans la cour du village, elle appela Zakura. « Je vais rester encore quelques jours. J'ai besoin de temps pour respirer. » Zakura, pleine de sympathie, répondit « Prends tout le temps qu'il te faut, ma sœur. Je t'enverrai de l'argent pour les dépenses. » « Merci beaucoup, sœur. » 2 semaines après l'enterrement, Ankichi revint en ville, laissant son fils avec sa mère au village. Elle n'avait besoin d'aucune distraction. Dès qu'elle arriva en ville, Zakura l'invita à dormir chez elle. Charles était en voyage d'affaires et Zakura ne voulait pas qu'elle soit seule, car elle se plaignait d'avoir peur de sa maison à cause de la mort de son mari. Cette nuit-là, elles parlèrent tard dans la nuit, discutant de l'enterrement, de la vie au village et de combien elle manquait à son mari, ce qui était un mensonge sorti des abysses de l'enfer. Zakura la consola et elles se blottirent dans le lit comme des sœurs. 20 minutes plus tard, elle s'endormit au milieu de la conversation, son visage doux et paisible. Ankichi resta éveillée à fixer le plafond. Puis elle la regarda, la femme qui avait tout, qui faisait confiance si facilement, qui dormait si profondément. Elle ne sut même pas quand elle se leva. Ses pieds bougèrent d'eux-mêmes. Vers la salle de bain, vers le panier à linge. Ses mains plongèrent dedans et en sortirent une paire de sous-vêtements pliés de Zakura, en dentelle, délicats, son cœur battait la chamade. Elle resta là un moment, la respiration courte, tremblante, et puis lentement, elle les glissa dans son sac à main. Elle revint au lit. Zakura ne bougea pas. Le ventilateur de plafond ronronnait au-dessus d'elle, innocent, inconscient. Le matin, Ankichi souriait en versant le thé. Zakura sourit en retour. Elle était heureuse de la voir heureuse, mais elle ne savait jamais que sa plus proche amie venait d'ouvrir une porte qu'elle ne pourrait jamais refermer. Après le petit déjeuner, Ankichi fit un faux appel téléphonique, et après l'appel, elle dit à Zakura que son attention était requise au village pour quelque chose lié au droit d'enterrement de son mari. Zakura ne soupçonna rien. Elle demanda juste si elle pouvait venir. Mais comme d'habitude, Ankichi refusa. Elle lui donna alors une grosse somme d'argent pour toute dépense imprévue et lui souhaita bon voyage. Le voyage commença avant l'aube. L'adresse était profonde dans le village d'Imik, à 3 heures de la ville. Un vieux herboriste que sa tante défunte l'avait emmené voir quand elle pensait que son mari la trompait. À l'époque, Ankichi s'était moqué de l'endroit, pensant que c'était de la superstition. Maintenant, elle était assise dans un bus brinque-ballant, regardant par la fenêtre, serrant son sac à main comme s'il contenait son avenir. Le soleil était haut quand elle arriva. La cour était calme, nichée derrière une étendue de buissons envahis et de manguiers. Un bouc noir paissait dans la cour avant, levant paresseusement la tête quand elle approcha. Le sanctuaire n'était pas dramatique. Pas de crâne, pas de statues étranges, juste une hutte au toit de chaume avec un tissu rouge fané attaché autour de la porte. De la fumée s'élevait lentement d'un petit foyer. Un vieil homme était assis en tailleur sur un tapis à l'intérieur. Il portait un pagne usé et des perles autour du cou. Sa peau était ridée comme du cuir séché, mais ses yeux étaient vifs. « Tu es venu avec quelque chose », dit-il avant qu'elle ne puisse parler. Le cœur d'Ankichi bondit, elle ouvrit son sac avec précaution et lui tendit le paquet en nylon. Il ne le toucha pas d'abord, juste le regarda, puis la regarda. « Qui est-elle pour toi ?» Ankichi hésita. « C'est mon amie. » Le vieil homme grogna. « Une amie que tu veux détruire ?» Elle ne dit rien. Il déballa le paquet et renifla l'air une fois, juste une fois, avant de hocher lentement la tête, comme s'il avait vu cela de nombreuses fois auparavant. « Que veux-tu » demanda-t-il. « Je veux qu'elle souffre, » dit-elle calmement. « Pas la mort, juste la honte. Quelque chose qui chassera son mari. Quelque chose qui ruinera sa beauté. Je veux qu'elle sente constamment de son corps, de l'intérieur. Je veux qu'elle sente comme de la viande morte. » Le vieil homme ne broncha pas. Il fixa le feu, puis se leva et marcha vers une étagère. Il sortit une calebasse, une feuille et une petite gourde. Il murmura quelque chose sous son souffle, puis trempa brièvement la culotte dans la calebasse. Quand il leva les yeux, ses yeux avaient changé. « C'est fait, dit-il.
Ankishi déglutit difficilement. Une fois que tu quittes ici, ne parle à personne jusqu'à ce que tu rentres chez toi. Ne regarde pas en arrière. Ne l'appelle pas pendant 3 jours. Laisse le travail se poser. Ça commencera graduellement ce soir, mais assure-toi de ne pas briser les règles. Elle hocha la tête, le cœur battant comme le tonnerre. Elle partit rapidement, serrant son sac avec des paumes moites. Elle mit son téléphone en mode avion et alla directement à son village passer les 3 jours avec son fils et sa mère. De retour en ville, Sakura essayait sans cesse d'appeler le numéro d'Ankishi, mais il n'était pas joignable. Puis ce soir-là, son mari revint de son voyage d'affaires. Mais pendant qu'ils étaient dans la chambre à rire et à parler du voyage, son mari remarqua l'odeur horrible et lui dit gentiment de le rejoindre dans la salle de bain. Il pensait que c'était probablement le stress ou la sueur. C'était une offre douce pour Sakura, mais à son insu, elle commençait à puer. Puis le 4e jour, Sakura appela Ankishi et ça passa. « Ankishi, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que quelque chose ne va pas avec moi. » Et Ankishi ferma les yeux et sourit mais se ressaisit rapidement et maintint sa composure. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chère amie ?» Après que Sakura eut raconté sa situation, Ankishi lui dit de rester calme et qu'elle était en route pour la ville. Quand Ankishi arriva plus tard cet après-midi-là avec un petit panier de fruits et un large sourire innocent, Sakura s'effondra. « Ankishi, je ne sais pas ce qui m'arrive, » sanglota-t-elle. « C'est comme si je puais, mais pas comme une odeur corporelle. Quelque chose de pire. » Ankishi l'enveloppa dans une étreinte serrée, pressant son visage contre le cou de Sakura, la respirant doucement. « Ne dis pas ça, ma chère, dit-elle. Tu es juste stressée. Peut-être que c'est hormonal. La grossesse peut faire des choses étranges au corps. » Mais alors qu'elles étaient assises, les yeux d'Ankishi balayaient la pièce, les fenêtres étaient ouvertes. La bougie à la lavande que Sakura aimait toujours avait brûlé à moitié. Mais l'odeur dans l'air avait changé. Ça marchait. Le charme marchait. Et Charles, il devancuyait plus silencieux jour après jour. Il embrassait encore sa femme pour lui dire bonne nuit, mais seulement sur le front maintenant. Il rapportait à la maison des parfums plus chers, des huiles importées, des diffuseurs de brume essentielle, mais lui aussi luttait. Elle le voyait sur son visage, la confusion, la pitié, la distance. Une nuit, alors qu'ils étaient couchés, Sakura se tourna vers lui. « Est-ce que je pue pour toi ?» Charles fit une pause trop longue. Puis il dit « Non, chérie. Tu es juste sous stress », mais elle vit la lie dans ses yeux. Le lendemain matin, Ankishi arriva à nouveau, cette fois avec un flacon d'herbe. « La femme du pasteur me l'a donné, » dit-elle. « Bois-le. C'est pour la purification, spirituelle et physique. » Sakura but, désespérée, épuisée. À minuit, elle était par terre à vomir de la bile. Sa peau se couvrit de petites éruptions. Sa langue brûlait. Elle ne dormit pas et Ankishi resta à ses côtés toute la nuit, lui tenant la main comme une sainte, murmurant de fausses prières, la regardant lentement se défaire. Charles essayait. Vraiment. Il aimait Sakura. Il aimait son rire, sa chaleur, la façon dont elle mettait toujours les autres en premier. Il se souvenait des premiers jours de leur mariage. La façon dont ses yeux s'illuminaient quand il la surprenait avec des fleurs. Comment elle dansait pieds nus dans le salon en cuisinant. Cette femme, celle qu'il avait épousée, était encore là. Quelque part sous les larmes, le désespoir. Et maintenant l'odeur. Il ne comprenait pas. Ce n'était pas constant. Certains jours, c'était faible. D'autres jours, c'était fort, lourd, comme quelque chose qui mourait et essayait de vivre à nouveau. Ça s'accrochait à ses vêtements, à son souffle, même au drap. Il avait remplacé leur matelas 2 fois en 2 semaines, acheté de nouveaux draps d'Italie. Rien ne changeait, mais il restait quand même. Il la serrait dans ses bras même quand ça l'étouffait. Il embrassait son front doucement, même quand ses yeux pleuraient. Il la regardait se dissoudre en elle-même, sa confiance rétrécissant, sa peau ternissant, ses yeux autrefois brillants maintenant fatigués, rouges, suppliants. « Bébé, on va arranger ça », dit-il une nuit alors qu'ils étaient assis sur le balcon. « On a juste besoin du bon docteur ou pasteur ou quoi que ce soit, on va le combattre, d'accord ?» Sakura hocha la tête, mais elle ne le croyait pas. Elle voyait la façon dont il dormait maintenant au bord du lit.
La façon dont il évitait de la regarder dans les yeux quand l'odeur était la plus forte. Et Ankichi, elle était toujours là, cuisinant, nettoyant, consolant, toujours dans la maison, toujours souriante, ce sourire calme, subtil. Elle se rendait disponible, mais pas trop. Douce, humble, inoffensive. Elle apportait de nouvelles tisanes, suggérait des prières spéciales. Une fois, elle massa même les pieds de Sakura tout en jetant des regards à Charles quand il ne regardait pas. Elle pouvait le voir. Il était fatigué, pas en colère, pas cruel, juste fatigué. Et la fatigue, Ankichi le savait, rendait les hommes vulnérables. Alors elle attendit. Un après-midi, pendant que Sakura dormait, Charles descendit pour prendre un verre. Ankichi était seule dans la cuisine à couper de l'ananas. Elle portait une jupe ajustée, son haut bas au cou. « Oh, je pensais que tu étais sortie, » dit-il. J'allais, mais elle avait l'air trop faible. Je ne voulais pas la laisser. Leurs yeux se croisèrent brièvement. Charles détourna le regard en premier, Ankichi sourit, se retournant vers son couteau. « Tu es un bon homme, Charles. Beaucoup d'hommes seraient partis maintenant. » Il ne répondit pas, mais quelque chose en lui changea. Une graine plantée, et c'était tout ce dont elle avait besoin. Puis ça commença par un toucher qui s'attardait. Rien de dramatique. Juste un moment, sa main effleurant la sienne en lui passant la télécommande, mais Charles le sentit. Une petite étincelle, un changement, quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il le repoussa. Peut-être que c'était la tension. Peut-être la culpabilité d'avoir même remarqué sa clavicule ce matin-là quand elle s'était penchée pour attacher son pagne. Pourtant, il n'en parla pas aux Sakura. Et Ankichi remarqua tout. Elle ne se précipita pas. Elle n'était pas imprudente. Elle bougeait comme de la fumée, lente, douce, subtile, aidant Sakura à se baigner quand son énergie baissait. Cuisinant les plats préférés de Charles comme si de rien n'était. Portant les robes Sakura qui épousaient son corps juste comme il fallait, sans jamais franchir la ligne trop ouvertement. Mais en coulisses, elle retourna au même sanctuaire, au même médecin traditionnel. Elle apporta de l'argent, du gin frais, et une nouvelle demande. « Je veux qu'il tombe amoureux de moi, » dit-elle, les yeux stables. Complètement, pas juste de l'attraction. Je veux qu'il me suive. Je veux son âme. Le baba hocha lentement la tête comme s'il s'y attendait. Tu auras besoin de quelque chose de lui, dit-il. De la sueur ou quelque chose qu'il porte. Elle revint au sanctuaire 2 jours plus tard avec un cinglet blanc usagé que Charles avait laissé après le gym. Le rituel fut fait sous la lune avec des chants et des huiles et des poudres étalées sur des bols d'argile. Ça prendra du temps, avertit le baba, mais ça arrivera. Et une fois que ça commence, tu ne dois pas briser le rythme. Et ça commença. Charles commença à faire des rêves étranges de courses, de rivières, du rire d'Ankichi résonnant dans des endroits où Sakura n'apparaissait pas. Pendant la journée, il se surprenait à fixer les lèvres d'Ankichi quand elle parlait, se demandant si son parfum avait toujours senti aussi doux. Quand elle touchait accidentellement son bras, c'était comme du feu. Il commença à s'ouvrir à elle. « J'ai juste l'impression de l'échouer, » dit-il un soir, frottant ses yeux fatigués. « Sakura, elle n'est plus la même. Je l'aime, mais je ne sais même plus comment aider. » Ankichi posa sa main sur la sienne. « Parfois l'amour ne suffit pas, Charles. Parfois 2 personnes dérivent juste. » Il la regarda et ne retira pas sa main. Ce week-end-là, quand Sakura dit qu'elle devait passer une semaine chez sa mère pour se reposer et pour une purification spirituelle, Ankichi resta à la demande de Charles juste pour faire tourner la maison. Elle était comme de la famille, donc elle vivait pratiquement avec eux. La 3e nuit, elle était dans son lit, et il ne l'arrêta pas. 4 jours plus tard, Sakura revint sans prévenir. La grille n'était pas verrouillée. C'était le premier signe que quelque chose n'allait pas. Sakura leur avait dit qu'elle serait partie une semaine entière chez sa mère juste pour se reposer, prier, respirer loin de la lourdeur qui pesait sur sa poitrine depuis des mois. Mais son esprit avait été agité toute la matinée. Quelque chose la ramenait. Traînant son sac de week-end derrière elle, elle poussa la porte d'entrée doucement. Le salon sentait différent. Pas l'habituelle fraîcheur à la lavande ou la bougie à la vanille qu'elle avait laissé allumer, mais quelque chose de chaud, vécu, comme si quelqu'un d'autre l'avait revendiqué. Puis elle l'entendit, un gloussement, pas n'importe quel gloussement. Et le cœur de Sakura s'arrêta.
Elle avança silencieusement dans le couloir. La porte de sa chambre, son sanctuaire, était entr'ouverte. La vue à l'intérieur lui coupa le souffle. Les voilà. Charles, son Charles, torse nu, assis au bord du lit, et derrière lui, enveloppé dans une de ses chemises, était Ankichi, souriante, pieds nus, les cheveux lâches. Pendant un moment, personne ne bougea. Le seul son dans la pièce était le ronronnement du ventilateur de plafond et le tonnerre du battement de cœur de Zakura dans ses oreilles. Ankichi se tourna lentement et la vit. Et pour la première fois, elle ne prétendit pas. Elle ne pleura pas. Elle ne se couvrit pas de honte. Elle ne broncha même pas. Elle ricana. « Tu es revenu tôt. » Zakura se tenait dans l'embrasure, figée. Ses mains tremblaient. Sa voix sortit à peine. « Dans ma maison, » murmura-t-elle. Dans mon lit, elle se tourna vers Charles. « Dis quelque chose. » Il ne dit rien. Il regarda le sol comme un enfant qui avait cassé quelque chose de trop précieux pour être réparé. « Ankichi, » dit Zakura lentement, sa voix tremblante, « je t'ai accueilli dans ma vie quand personne ne te voulait. Je t'ai nourri, donné de l'espoir, fait confiance avec ma maison, ma famille. Tu m'as payé. » Ankichi se leva. « Ne fais pas comme si c'était de l'amour. Tu portais ta générosité comme un parfum pour que tout le monde puisse le sentir. Tu étais ma sœur, » dit Zakura, des larmes coulant maintenant librement sur son visage. « Je croyais en toi. Tu étais la seule personne que je pensais ne pourrait jamais me poignarder. » Ankichi avança, pieds nus contre les carreaux froids. « Je ne t'ai pas poignardé, » dit-elle froidement. « Tu as laissé la porte ouverte et je suis passée. » Zakura laissa échapper un son entre un sanglot et un rire amer. Elle se tourna vers Charles, suppliant du regard. « Dis-moi que ce n'est pas réel. » Mais il ne dit rien. Zakura hocha lentement la tête, la douleur étouffant sa gorge. « Vous vous méritez l'un l'autre. » Et avec ça, elle se détourna. Cette fois, elle ne pleura pas en sortant. Elle était trop vide pour pleurer. Elle retourna simplement calmement chez sa mère. Zakura traversa la grille comme une tempête. Sa mère, qui pelait des légumes sur la véranda, se leva instantanément. « Zakura, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-il arrivé ?» Zakura ne répondit pas. Elle tomba à genoux et éclata en sanglots incontrôlables. « Maman, c'est Ankichi. » Sa voix lui manqua. Sa poitrine se souleva. « Elle dort avec Charles dans mon lit. » Sa mère lâcha le couteau. « Quoi? Je les ai vus, maman. Je les ai vus de mes propres yeux. » Elle ne s'est même pas cachée. Elle m'a regardé dans les yeux comme si elle appartenait là dans ma maison. Maman s'assit à côté d'elle, enveloppant fermement sa fille dans ses bras. Ses mains tremblaient. « Je le savais, » murmura-t-elle dès que cette odeur a commencé. « D'abord ton corps s'est retourné contre toi, puis ton mari s'est détourné, et maintenant elle a pris ta place. Zakura, ce n'est plus normal. C'est le mal. » Le lendemain matin, elles allèrent voir le pasteur, un homme calme connu non pour le bruit, mais pour son insight calme et précis. Il les accueillit dans son salon et écouta tout sans interrompre. Quand Zakura finit, le silence était lourd. Le pasteur croisa les mains. « Ce n'était pas juste ton ami, » dit-il enfin. « C'était une mission envoyée à toi. » Les yeux de Zakura étaient gonflés de pleurs. « Mais je l'ai aidée. Je l'ai aimée. C'est pourquoi elle a pu entrer si profondément. Le pasteur ou dit tu as ouvert ta maison, ton lit, ton esprit. Et elle est entrée avec du poison. L'odeur que tu as remarquée n'était pas naturelle. C'était le début d'un échange spirituel. Elle ne voulait pas juste ta vie. Elle voulait te remplacer. » Sa mère haleta. « Mais il y a un moyen, » dit le pasteur. « L'Esprit de Dieu a révélé quelque chose après les prières. Nous devons aller chez elle. Aller sous son lit. Tu trouveras le charme qu'elle a utilisé pour ouvrir cette porte. » Zakura hésita. Mais son mari est mort. Son seul enfant est au village avec sa mère. Personne n'est là. Alors d'autant mieux, répondit le pasteur Wu. Allons-y aujourd'hui avant qu'elle ne le déplace. En fin d'après-midi, Zakura se tenait avec sa mère et d'autres guerriers de prière dans la maison d'Ankichi qui semblait calme, trop calme. La porte n'était pas correctement verrouillée, alors elles entrèrent. Le cœur de Zakura battait la chamade alors qu'elle se dirigeait vers la chambre.
La pièce était propre, trompeusement paisible. Elle se pencha lentement, souleva la couverture du lit, et hurla. Une calebasse encore humide, ses culottes, sa photographie pliée, percée de 3 épingles rouillées, un bout de bougie, du sang séché, et les sous-vêtements de son mari. Sa mère recula. Le guerrier de prière s'agenouilla et commença à prier instantanément, main levée, voix tremblante. Zakura s'effondra sur le sol, tremblante. Elle m'a utilisée et mon mari, maman. Elle m'a utilisée. Et maintenant elle savait avec certitude. Ce n'était jamais juste une trahison. C'était une guerre. La voix du guerrier de prière monta, plus calme. Elle tourna lentement autour du lit, sa voix tranchante comme une lame coupant des cordes invisibles. Chaque autel démoniaque parlant contre cette fille de Sion. Feu. Retour à l'envoyeur. Zakura s'agenouilla à côté de sa mère, tremblant violemment. Sa mère serra ses épaules, murmurant le psaume 91 encore et encore, tandis que la sueur coulait sur son visage. L'air dans la pièce devint lourd. C'était comme si les murs écoutaient, comme si le sol voulait avaler le secret qu'il avait gardé trop longtemps. Puis la calebasse se fissura là sur place. Personne ne l'avait touchée. Un craquement fort comme des os secs se brisant résonna dans la pièce. De retour au manoir, Ankichi était allongé sur le canapé du salon, sirotant du jus d'ananas. Charles faisait les 100 pas près de la fenêtre, torse nu, ses yeux voilés de quelque chose qu'il ne pouvait expliquer. « Tu te sens chaud » demanda-t-il soudain, essuyant son visage. « La clim est allumée, mais j'ai l'impression que les murs se referment. » Et Ankichi fronça les sourcils. « Tu es juste tendu. Viens t'asseoir. » Il se tourna vers elle, mais quelque chose était différent. Son visage semblait étranger, dur. Sa voix lui grattait l'oreille. Même son parfum, autrefois enivrant, sentait maintenant la fumée et les feuilles aigres. Il s'assit en frottant sa tempe. « J'ai mal à la tête. » Ankichi se leva et marcha vers lui, posant ses mains sur ses épaules. « Laisse-moi masser. »« Ne me touche pas, » dit-il, voix basse. Elle se figea. Il leva les yeux vers elle, clignant rapidement, comme s'il se réveillait d'un long sommeil. « Qu'est-ce que je fais ici ? » « Charles, » dit-elle soigneusement. « Tu es fatigué. Laisse-moi. » Il se leva. « Où est Zakura ? Pourquoi suis-je ici avec toi ? Qu'est-ce qui se passe, bordel ? » Le visage d'Ankichi pâlit. « Tu es confus. Tu as dit je n'ai rien dit. » Il claqua, reculant. « J'ai quitté ma femme, ma vie. Pourquoi ? Je ne me souviens même pas pourquoi j'ai commencé. Pourquoi je t'ai regardé comme ça ? » Soudain, ses jambes cédèrent. Il s'effondra sur le sol, agrippant sa tête. Ses yeux devinrent rouges. Il commença à pleurer. Des sanglots profonds et tremblants qui venaient de quelque part enfouis. « Quelque chose ne va pas, » étouffa-t-il. « Dieu, quelque chose ne va pas avec moi. » De retour à la maison d'Ankichi, la prière atteignit son apogée. Le guerrier posa sa main sur la tête de Zakura. « Toute manipulation, tout sort, toute chaîne spirituelle, vous êtes libérés. » Zakura laissa échapper un cri fort, s'effondrant complètement, trempé de sueur, et à des kilomètres, Ankichi serra sa poitrine et tomba à genoux. Son nez commença à saigner. Charles la regarda, horrifié. « Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ?» Et pour la première fois, Ankichi ne pouvait pas parler. La guerre commençait à tourner. Du sang coulait du nez d'Ankichi alors qu'elle se tenait au milieu du salon, tremblante. « Charles, » murmura-t-elle, les yeux écarquillés de panique. « Je ne voulais pas que ça aille si loin. » Il recula, confus et submergé. « Qu'est-ce que tu as fait à Zakura ?» Ankichi serra son ventre, sa tête tournant. L'odeur. C'était moi. J'ai pris quelque chose d'elle et je l'ai donné à quelqu'un, un médecin traditionnel. Je voulais juste qu'elle souffre un peu. Charles cligna des yeux. Tu l'as maudite. Je ne pensais pas que ça durerait, pleura-t-elle. Je jure que je pensais qu'elle s'en remettrait. Tu t'éloignerais, mais tu ne l'as pas fait. Tu es resté. Tu l'as tenue à travers ça. Tu l'as aimée à travers ça. Et ça m'a fait la haïr encore plus. Il la fixa comme s'il voyait un démon ramper hors d'une peau familière. Je pensais que si je pouvais juste prendre son odeur, sa dignité, tu commencerais à me voir. Tu me choisirais.
Mais tu ne l'as pas fait. Alors j'ai pris tes sous-vêtements de retour chez le médecin traditionnel pour que tu me voies et même seulement moi. Les mains d'Ankichi tremblaient violemment. Le sang était plus lourd maintenant. Une goutte frappa le sol. Charles ne dit rien. Juste fixa la femme qui s'asseyait dans sa maison et s'appelait sœur de sa femme et sans un mot il se détourna et laissa échapper un sanglot brisé et courut pieds nus hors du manoir, son pagne flottant derrière elle comme les ailes d'un esprit déchu. Elle est là une moto avec désespoir dans la voix. « Emmène-moi chez moi » cria-t-elle. « Vite !» Alors qu'il filait dans les rues, sa tête battait. Plus elle se rapprochait, plus son corps chauffait, comme si elle chevauchait dans un feu qu'elle ne pouvait voir. Quand elle arriva et entra dans sa cour, ses pieds s'arrêtèrent de bouger. Il y avait une étrange immobilité. Et quand elle ouvrit sa porte d'entrée, elle le vit. Zakura debout dans sa chambre, ses yeux clairs, son visage calme. À côté d'elle, maman, bras croisés, mâchoire serrée, et au centre de la pièce, le pasteur, profond en prière. Les mots roulaient comme le tonnerre, bas mais ferme. Les écritures résonnaient autour de la pièce comme des tambours sur un champ de bataille. 3 bougies brûlaient au coin de la pièce. Le lit était déplacé, le charme exposé, à moitié fondu, suintant un liquide noir. Ses secrets exposés, Ankichi halta. Elle recula en titubant. Le guerrier de prière se tourna. Confesse. Zakura ne bougea pas. Elle dit seulement, tes mensonges s'effondrent. Parle maintenant. Et puis tout craqua à l'intérieur. Et Ankichi, elle tomba à genoux, hurlant. Je l'ai tué. Je l'ai tué Améa. Des halètements remplirent la pièce. J'ai mis du poison dans sa nourriture. J'étais fatiguée qu'il pose des questions. Il était sur mon chemin. Je voulais être libre. Pour avoir Charles pour porter sa couronne. La pièce tomba silencieuse sauf pour sa respiration rauque. Zakura ne bougea pas, ni en avant ni en arrière. Elle fixa simplement la femme qui avait autrefois tenu sa main en prière, qui s'était assise à sa table, dormi sous son toit, partagé ses vêtements et son rire, l'étendue à laquelle elle était allée juste pour avoir ce qui n'était pas le sien. Le pasteur ou avança, tenant la Bible. « Ta bouche t'a jugé, dit-il calmement. Et ta confession a atteint le ciel. Les mêmes mains qui ont trahi, les mêmes mains qui ont versé le sang répondront maintenant pour ce qu'elles ont fait. » Ankichi s'effondra complètement, visage contre le sol, gémissant. Dehors, le ciel commença à gronder, pas de tonnerre, mais avec le étrange rugissement de la justice. Lent, calme et absolu. Le guerrier de prière versa de l'huile sainte sur le lit et sur la calebasse. Au moment où elle toucha les restes du charme, un vent soudain souffla à travers la pièce. La dernière bougie vacilla violemment, puis s'éteignit. Le charme était brisé. Zakura se tourna pour partir. Elle n'avait pas besoin de voir ce qui se passait ensuite. Le spirituel avait fait son œuvre. Le jugement était en mouvement. Alors qu'elle sortait de la maison, Ankichi rampa vers elle, toujours suppliante. « Zakura, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis désolée. » Zakura se tourna vers elle une dernière fois. Ses yeux n'étaient plus en colère, juste fatigués. « Tu n'as pas juste tué Améa, » dit-elle doucement. « Tu as tué tout ce qui était pur entre nous. » Puis elle s'éloigna. Elle et sa mère allèrent directement au manoir pour rencontrer Charles, qui était allongé sur le sol. Dès qu'il la vit, il se leva et la serra si près de son cœur et supplia son pardon. Ils pleurèrent tous les deux ensemble et furent tous les deux libres de la malédiction et de la confusion. Sa mère pria pour eux avant de retourner chez elle plus tard ce soir-là. Le lendemain matin, la nouvelle se répandit comme le feu dans l'herbe sèche et Ankichi est devenue folle. Les voisins la virent ramper dehors sa grille avec de la poussière étalée sur son visage. Elle parlait en énigmes brisées, riant, puis pleurant, puis riant à nouveau. « Elle cherche le parfum de Zakura », dit un voisin, tremblant. Elle dit qu'elle en a besoin pour restaurer sa couronne. Mais il n'y avait pas de couronne. Plus maintenant. Zakura resta à l'écart, non par peur, mais parce que la paix était devenue son plus grand trésor. Morale. Méfie-toi de l'ami qui applaudit quand tu montes, mais regarde trop attentivement quand tu brilles. Parfois le plus grand danger porte un sourire familier. Merci d'avoir regardé. Veuillez aimer, commenter et vous abonner.